Bonsoir, professeur Dab. Bonsoir. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Vous venez d'entendre l'extrait de cette interview du Premier ministre. Quel est votre sentiment ce soir? Est-on dans la demi-mesure ou bien est-ce que les décisions annoncées par le gouvernement ce soir vous paraissent justifiées et suffisantes? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord avoir une pensée émue pour les 5 médecins qui sont morts du Covid. Toutes les vies se valent, celle des médecins n'est pas supérieure à celle des autres, mais c'est un peu comme quand les pompiers meurent au front, c'est particulièrement émouvant, et je voulais commencer cette émission par le rappeler. Écoutez, il se trouve que j'étais hier au Conseil d'État, j'ai été un expert consulté là-dessus. Je pense que dans l'état actuel des choses, le référé du Conseil d'État est sage. Il a refusé un confinement total dont on voit mal comment on aurait pu l'organiser vite. Il a demandé, et c'est justifié, que l'on serre la vis. Écoutez, pas plus tard que ce soir, sur le réseau social de mon quartier, il y a une femme qui a proposé que demain, il y ait un jogging de groupe parce qu'elle ne voulait pas le faire toute seule. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est absolument inacceptable. L'immense majorité des gens l'ont réalisé, mais il y a une minorité des gens qui font fi de ces règles qui nous sont imposées et qui mettent en danger le droit, qui mettent en danger la démocratie et qui, bien évidemment, mettent en danger la sécurité de la population. Il y avait, je pense, hier au Conseil d'État, un consensus, même parmi les syndicats, les 2 syndicats et le Conseil national de l'ordre des médecins, qui demandaient un confinement total. Mais à la fin des 3 heures d'audition, il y avait comme un consensus sur le fait que oui, il fallait sévériser ces règles, mais que non, les inconvénients d'un confinement total aujourd'hui seraient supérieurs, seraient très, très difficiles à gérer. Cela dit, chacun doit être conscient que si ça continue comme ça et que s'il y a encore une minorité de la population qui continue d'ignorer ces règles de sécurité sanitaire, alors, tout simplement, nous risquons tous de nous retrouver comme en prison. Professeur Dab, on voit bien qu'il y a des stratégies différentes selon les pays. Diriez-vous que la stratégie française face à cette épidémie est bonne? Eh bien, je vais vous dire en toute humilité, je ne le sais pas. Le problème qu'on a, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, qui est une petite organisation des Nations Unies, qui n'est pas très riche, réalisait que Bill Gates, avec sa fondation, a un budget supérieur à celui de l'OMS. L'OMS n'a pas fait de recommandations générales pour tous les pays. Face à l'incertitude dans laquelle nous nous sommes trouvés, oui, chaque pays a choisi une stratégie. Voilà, c'est comme ça. La stratégie française, elle a été dictée par le fait que dans un premier temps, on a voulu concilier un impératif de santé, un impératif économique et un impératif électoral. Voilà, bon. Deuxièmement, elle a été contrainte par le fait que nous n'avions pas assez de tests. Regardez, la Corée, petit pays quand même, aujourd'hui a été capable de tester 370 000 de ses citoyens. En France, aujourd'hui, nous n'avons pu en tester que 36 000. Donc évidemment, si nous avions eu beaucoup de tests, si tout le monde avait pu porter des masques, eh bien la stratégie aurait été différente. Mais dans les contraintes qui étaient les nôtres, cette stratégie qui s'est développée peu à peu, qui s'adapte à la réalité, qui comporte des mesures nationales et également des mesures locales, parce que vous savez, cette guerre dont a parlé le président de la République, c'est pas une guerre, c'est une guérilla en réalité. Et ce virus attaque de façon différente, dans un endroit, dans un autre. Et donc à chaque fois, il faut adapter la stratégie. Donc on verra, on évaluera quand tout ça sera terminé, qu'est-ce qui a le mieux marché. Mais pour l'instant,
moi, j'ai envie d'être indulgent. Je pense que les mesures ont été prises à temps. Je pense que la situation est suivie au jour le jour. Je pense que le gouvernement tient compte des avis scientifiques, ce qui est absolument fondamental. William Dav, nous avons une question de Bruno Jeudi pour vous. Bonsoir professeur. Le Premier ministre ce soir donc a opté pour un durcissement des mesures de confinement. En revanche, il n'a pas donné une date sur le calendrier. Selon vous, quelle est aujourd'hui la bonne date de la durée de confinement? Est-ce qu'on sait que le président parlait de 15 jours? Il prépare les esprits à un confinement plus long. Est-ce que c'est 30 jours? Est-ce que c'est 45 jours? Qu'en pensez-vous? Le gouvernement a un conseil scientifique. Ce conseil scientifique, il est pluridisciplinaire. Je ne peux pas, à moi tout seul, avoir l'autorité d'un conseil scientifique pluridisciplinaire. Attendons son avis qui est annoncé pour demain. J'ai dit tout de suite, je pense même l'avoir dit déjà à votre antenne, que 15 jours ne seraient pas suffisants. Il me semble évident que 2 semaines supplémentaires seront inévitables. Il faut bien réaliser qu'actuellement, nous sommes dans la pire semaine. C'est la semaine où la mortalité et le nombre de cas doublent tous les 4 jours actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire 55 000 cas diagnostiqués dans une semaine et vraisemblablement 2000 décès. Bon. Et les mesures qui ont été arrêtées il y a une semaine sont encore trop précoces pour produire leur effet. Il y a donc cet effet ciseau avec cette épidémie qui reste quasiment exponentielle et les mesures de confinement qui n'ont pas encore pleinement donné leur effet. Il me semble évident que 2 semaines ne seront pas suffisantes. 4, 5, 6, écoutons le conseil scientifique. Il y a des compétences très fortes en son sein. Écoutons-le. Mais 2 semaines, c'est évident que non. C'est minimum 4 semaines. Selon vous, le pic, c'est la semaine prochaine? Non, je ne suis pas capable de dire quand sera le pic. Nous sommes loin du pic. Question de Margot de Frouville. Bonsoir professeur, je voulais savoir si vous aviez pu voir ces Bonsoir. images de patients attendant devant l'Institut d'infectiologie de Marseille pour se faire diagnostiquer et que vous évoquez ces images. Si vous voulez, pour vous dire, on reparlera sûrement de la chloroquine tout à l'heure. Écoutez, je vous dis une première chose. J'ai le plus grand respect pour les compétences scientifiques du professeur Raoult. Mais je pense que ce qu'il fait là n'est pas correct. On n'improvise pas une politique de dépistage tout seul, dans son coin, dans une région de France, attirant des centaines de gens, j'ai vu même de Montpellier, qui prennent des risques pour venir, dans un dispositif de santé publique qui n'est pas encadré, qui se fait de façon sauvage, je dirais même de façon anarchique. Et je ne vois pas quel service de santé publique on est en train de rendre à la population. Il est évident que si nous disposions de plus de tests, la stratégie serait différente. Sauf que qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'il faut tous qu'on aille à Nice se faire tester? C'est pas sérieux. Ça donne une idée, professeur, aussi de l'état d'esprit et de l'angoisse qui s'est emparée de beaucoup de Français. Cette épidémie fait peur? Mais bien sûr qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Depuis le début, nous faisons face à cet ennemi invisible, imprévisible, et évidemment que ça fait peur. Rappelez-vous, au début, tellement de gens disaient « Oh, écoutez, par rapport à la grippe, c'est rien du tout. » Mais la grippe, il y a très peu d'incertitudes autour de ce virus. Je ne dis pas que c'est bénin, c'est 8 à 15 000 morts par an. Et ça demanderait certainement plus de mobilisation que ce que l'on fait. Mais là, la situation est différente. Nous faisons réellement face à une situation à forte contrainte d'incertitude. Les mesures qui sont préconisées sont des mesures efficaces. La peur ne sert à rien. Elle paralyse. Or, on n'a pas besoin d'être paralysé. On a besoin d'appliquer un confinement rigoureux, l'hygiène des mains,
la distance physique à respecter. Et si nous faisons ça tous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On va la vaincre, cette épidémie. Ouais. Professeur, il y a beaucoup de questions évidemment qu'on a envie de vous poser. On va reparler de la chloroquine dans quelques instants. J'aimerais néanmoins vous demander si vous assumez toujours vos propos qui avaient fait beaucoup de bruit. Vous aviez estimé il y a plusieurs jours maintenant que l'épidémie toucherait plusieurs millions de personnes. Alors, on voit les chiffres chaque jour qui évoluent. Vous nous donniez à l'instant même votre projection pour la semaine prochaine. Vous assumez ces propos et j'allais dire, vous les confirmez ce soir? Oui, je les assume, mais je les remets dans leur contexte. J'ai évoqué différents scénarios. J'ai bien utilisé le mot de scénario. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas combien de personnes ce virus va contaminer. Ce que je dis, c'est que potentiellement, il n'y a aucune raison qu'il ne contamine pas tout le monde. Personne ne peut dire le contraire. Bon. Combien a-t-on de cas porteurs du virus actuellement en France? Nous ne le savons pas. Mais à partir des chiffres de mortalité et en tenant compte de l'épidémiologie chinoise, je pense qu'à l'heure actuelle, il est possible, je dis bien possible, je n'en suis pas certain, mais il est possible que nous ayons déjà 2 millions de personnes contaminées en France. Jusqu'où cela va-t-il aller? Je ne sais pas. Dans la première intervention que j'ai faite, j'ai parlé de 10 à 15 millions de cas, qui me semble un scénario moyen. Je pense qu'il sera difficile d'être en dessous, sauf si nous appliquons, encore une fois, rigoureusement, les mesures d'hygiène de base. Professeur Dab, merci d'être avec nous. Restez avec nous, on a encore beaucoup de questions à vous poser, je le disais, mais j'aimerais qu'on s'interroge maintenant sur la situation de l'hôpital. Évidemment, beaucoup de questions autour de la capacité des hôpitaux à accueillir tous ces patients, mais il est intéressant aussi de voir ce que font précisément les soignants. Et voici pour ce faire le reportage dans l'unité d'imagerie lourde de l'hôpital civil de Strasbourg, qui reçoit chaque jour 70 patients avec de fortes suspicions, et grâce